Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Zahra Doraghi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et auteur. Vous êtes franco-iranienne. Vous êtes la lauréate du prix de la laïcité que vous avez obtenu au nom des femmes iraniennes. C'était en 2018. Vous suivez, bien sûr, à titre personnel et professionnel, j'imagine, ce qui se passe en Iran depuis le 16 septembre dernier. Bien avant, bien sûr, mais particulièrement depuis le 16 septembre dernier, la mort de Mahsa Amini. Le mouvement de protestation que son décès en détention a provoqué est entré dans sa 7e semaine. Quelles sont d'abord vos nouvelles personnelles d'Iran ? Les nouvelles personnelles, c'est les nouvelles que tous les Iraniens de l'extérieur ont. On a beaucoup plus de nouvelles, je pense, que les Iraniens de l'intérieur, parce qu'il y a ces problèmes de coupure d'Internet et tout. Quoique, les Iraniens sont quand même malins, ils arrivent à sortir des images de ce qui se passe et des manifestations. C'est pour ça que tous les Iraniens sont devenus des journalistes citoyens. C'est grâce à eux qu'on a des images. Ce ne sont pas des images de la télévision d'État. Avant, c'était aussi le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Avant TikTok, avant Instagram, avant les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la différence aussi avec 2009, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes ces images qui sont sorties. Je pense que c'est... D'abord, on a une bonne visibilité de ce qui se passe en Iran. Évidemment, on a un intérêt, quand on est d'origine iranienne, on regarde plus attentivement. Mais je pense aussi que c'est très intéressant pour les pays occidentaux. Intéressant et embarrassant. Pourquoi ? Parce que le régime islamique, c'est bien comment il traite les gens. C'est bien qu'il tue, qu'il viole, qu'il opprime et qu'il supprime la liberté depuis 43 ans. Ça, ils sont au courant, ils savent. Ce qui est compliqué pour les pays démocratiques, c'est d'être aujourd'hui, face à ces images qui sont sorties, aujourd'hui, plus personne ne peut dire « Ah, mais on ne savait pas. Ah non, mais nous, on avait vu que des femmes en tchador marcher sur le drapeau américain. Ah, c'est pas ça ?» Ben non, c'est pas ça. Et ça, là, aujourd'hui, collaborer, c'est le nom, pardon, c'est le verbe qui convient, avec ce régime qui tue aujourd'hui des jeunes, des femmes, des étudiants, qui tue véritablement. Je veux dire, c'est pas une image. Avant, on pouvait imaginer que, voilà, tuer ou faire taire, c'était une image, c'était un synonyme, une métaphore. Ça ne l'est pas. Il tue vraiment à balles réelles les gens. Quand on est témoin de ça, et qu'on continue à soutenir ce régime. Soutenir, ça veut dire faire encore des affaires, être encore en négociation, se dire oui, mais attendez, on discute peut-être le dossier sensible qui est le dossier nucléaire. Je dois rappeler le sentiment des Iraniens qui est il n'y a pas de dossier nucléaire s'il n'y a pas de Mollah. Voilà. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on parle un peu de cette révolte. Vous êtes l'une de celles d'ailleurs qui dit révolution depuis quasiment le début du mouvement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se trouve à un moment de bascule, en ce sens qu'on est à peu près dans les 40 jours, après la mort, ces 40 jours importants après la mort de plusieurs figures de la contestation. Parallèlement, la contestation, et on parlait de ces procès publics qui vont avoir lieu cette semaine, est montée d'un cran. Vous parliez de ces tirs à balles réelles qui ont eu lieu dans plusieurs universités. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui peut basculer d'un côté ou de l'autre ? Ce qui peut faire basculer, je pense, très sincèrement, maintenant, c'est l'implication et l'alliance des pays occidentaux, d'abord, avec le peuple iranien, véritablement. Ça veut dire rappeler les ambassadeurs, renvoyer les diplomates, et qu'on soit très clair, que les pays occidentaux soient très clairs avec leur rapport. Soit on choisit le régime, soit on choisit le peuple. On ne peut pas simplement soutenir avec des mots en disant « les femmes iraniennes, vous êtes vraiment formidables, on est vraiment admiratifs de tout ce que vous faites ». En revanche, on continue à faire des affaires avec eux. En revanche, on continue à négocier avec ce régime-là. Ce n'est pas possible de faire les deux. J'entends, vous savez, Emmanuel Macron, notre président, qui dit nous regardons attentivement ce qui se passe. Mais vous savez depuis combien de temps les Iraniens entendent ça de tous les chefs d'État? Nous regardons attentivement. Mais combien de temps vous allez regarder ce qui se passe? C'est terrible. C'est terrible de regarder, de ne rien faire. Parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant, il ne faut plus regarder, il faut être dans l'action. Ce qui peut faire basculer aussi, c'est que l'armée se mette du côté du peuple. Et là, ils viennent d'augmenter de 50% le salaire des soldats. C'est vous dire qu'ils sont en train de tout faire pour essayer de tuer encore plus de gens, pour essayer d'éliminer le plus d'opposants possible. Sauf que c'est quoi l'opposition en Iran? On dit ce sont les jeunes et les femmes. Ben, je suis désolée, mais les jeunes et les femmes en Iran, c'est 80% de la population.
Certains Iraniens craignent alors, est-ce que c'est à cause de la répression qui grandit? Est-ce que c'est précisément à cause du manque de relais international, on va y revenir, que le mouvement s'essouffle? Est-ce que c'est votre inquiétude? Je ne pense pas que le mouvement va s'essouffler. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la jeunesse aujourd'hui qui est dans la rue, c'est pas une jeunesse à qui le gouvernement, le régime islamique peut reprocher d'être le pur produit d'Israël ou des États-Unis, de l'ennemi. Vous voyez, ce sont des enfants qui sont nés sous cette révolution. Ils n'ont pas encore 20 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, cette révolution ne va pas s'essouffler. Ces enfants-là n'ont connu que ça. Donc, en revanche, il y a les réseaux sociaux. Cette fois-ci, les réseaux sociaux sont de notre côté. Donc, la révolution ne peut pas, en Iran, à l'intérieur, s'essouffler. Et c'est un analyste qui disait très justement que c'est le premier moteur, ce sont les Iraniens de l'intérieur, la jeunesse de l'intérieur qui est en train de manifester, de faire sa révolution. Le deuxième moteur, ce sont les Iraniens de l'extérieur. Vous savez, il faut reconnaître aussi une chose, nous, les Iraniens de l'extérieur, nous avons été nous-mêmes extrêmement mous pendant ces années. Nous avons subi et laissé faire pendant des années. Pourquoi ? Parce que nous aussi, finalement, on se disait oui, mais je vais pas parler devant les caméras ou prendre la parole parce que sinon je peux pas retourner en Iran, sinon je pourrais pas faire ci ou pas faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire face au courage de ces femmes-là ? La moindre des choses, c'est prendre la parole. La moindre des choses, c'est de dire et rapporter leur voix quand on est capable de le faire. Donc, si ça s'essouffle en Iran, les Iraniens de l'extérieur seront là pour non seulement manifester auprès et leur sympathie et leur alliance avec ces jeunes-là, mais aussi pour rappeler à leur pays démocratique dans lequel nous vivons, nous, les Iraniens des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, de France, on leur rappelle aussi à nos gouvernements ici, attention, ne faites pas l'erreur, soyez cette fois-ci au moins du bon côté de l'histoire. Alors qu'est-ce qui ferait, selon vous, pour parler de la France, qui est votre co-pays, qu'est-ce qui ferait que la France, demain, arrêterait, comme vous le disiez tout à l'heure, de dire on vous regarde, on vous observe, on vous soutient par les mots, mais passerait à quelque chose de plus concret? Rappelez l'ambassadeur. Arrêtez le dossier nucléaire, qui n'est pas un dossier. C'est un dossier complètement irréel sur lequel... Ça fait 30 ans. Je veux dire, si ce dossier devait arriver quelque part, il aurait déjà abouti. Vous voyez, donc c'est un dossier en fait qui permet, qui est au milieu de l'Iran, de la France, des États-Unis et du reste du monde, en disant non. Là, on est en train de négocier un dossier nucléaire, on ne peut pas trop les attaquer. Là, on est en train de derrière lequel ces pays se cacheraient pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et là, aujourd'hui, parce que je vais vous dire, ça n'arrange personne que l'Iran devienne démocratique, que l'Iran devienne un pays fort. C'est toujours plus facile de négocier tout à la baisse avec un pays à problème, en disant, vous savez, vous n'êtes pas exemplaire, on vous méprise, mais on va vous mépriser officiellement, mais officieusement, on va faire des affaires. Ça n'arrange personne qu'aujourd'hui, l'Iran devienne démocratique. La seule chose, c'est que, je vais vous dire, se réveiller après 43 ans, après avoir subi pendant 43 ans ce régime barbare, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette population intérieure et extérieure que sont les Iraniens. Encore une fois, les Iraniens de l'extérieur se sont sentis... Moi, je me sens française. Mes amis qui sont aux États-Unis se sentent américaines. Mais on n'a jamais arrêté de se sentir iranien. Cette fois-ci, plus personne ne va plier. On n'abandonnera pas. Même si en Iran, les jeunes ont un coup de mou, nous n'abandonnerons pas cette fois-ci. D'autant qu'il y a... Donc il y a un débat sur s'il s'agit d'une révolte, d'une révolution, quelque part. Une révolution. Voilà. Il y a des choses qu'ils ne souffriront aujourd'hui. On a l'impression d'aucun retour en arrière quand on voit ces femmes marcher à Téhéran sans voile. Est-ce qu'elles le remettront un jour ? Quand on voit ces femmes qui font de la moto, ce qui est interdit, je crois, en Iran quand on est une femme, est-ce que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui est presque acquis, quoi. À quel prix ? Mais là, il n'y aura pas de retour en arrière. De façon générale, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pourquoi ? Parce que si ces jeunes-là se sentent abandonnés, on imagine le pire scénario, la population iranienne intérieure aujourd'hui, ces jeunes, sont abandonnés
par la scène internationale, par les Iraniens de l'extérieur. On tue encore plus, on va exécuter, pour donner l'exemple et pour que les étudiants et les jeunes arrêtent de venir dans la rue, ils vont faire des exécutions publiques. C'est ce qui est prévu là. Vous voyez, c'est terrible d'être témoin de ça. Et de se dire, non, là, on réfléchit à ce qui est l'opportunité pour nous. Non, là, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est un point de non-retour pour ces jeunes-là. Ça, c'est sûr. En revanche, il y aura toujours des femmes voilées, il y aura toujours, bien sûr, mais celles qui ont enlevé le voile, celles qui sont allées dans la rue et qui se tiennent devant les forces paramilitaires, les gardiens de la Révolution, les Bassidji, celles qui se tiennent devant, celles-là, jamais elles ne reculeront. Et pour ce qu'on a déjà perdu en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, celles et ceux qui sont déjà morts, plus personne ne peut se permettre de reculer, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Même si à l'intérieur, ils sont confrontés à une absence de relais politique, même s'il n'y a pas d'alternative à ce stade aujourd'hui en Iran, ça, il ne risque pas de se dire qu'au bout d'un moment, on est là, on se tient debout, on enlève nos voiles, on risque nos vies, et oui, et on a besoin d'aide, bien sûr, on a besoin d'aide. Vous savez, les Iraniens ont une grande fierté, une grande dignité, donc on ne demande pas, c'est dans la culture, on ne demande pas d'aide. On se débrouille. On a mal, on ne le dit pas, on souffre, on se tait, c'est dans la culture. Mais cette fois-ci, vraiment, et je le dis et je voudrais que ce soit entendu, nous avons besoin et de la France, et des États-Unis, et du Canada, et des pays européens en général. Nous avons besoin du monde entier pour soutenir un peuple qui est en train de mourir. Vraiment, il y a du sang qui coule des mains de ces mollas, et à chaque fois que quelqu'un ose prononcer le mot liberté, il risque de se prendre une balle dans la tête. Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, imaginez ça en France. Et je comprends, en tant que Française, qu'on ne s'imagine pas exactement ce que c'est de vouloir la liberté. Pas de vélo, pas le droit de faire du jogging avec un leggings, pas le droit de montrer les chevilles, pas le droit de se regarder, se tenir la main, pas le droit à rien, pas le droit de chanter, pas le droit de danser. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Vous savez, vous allez en Iran, vous êtes en train de faire franco-iranienne. Je vais en Iran, je suis en train de faire la queue pour aller à la pharmacie. Il y a un type qui passe devant tout le monde. Et en fait, tout le monde est habitué à ça. Ce n'est pas possible. Alors, on a supporté, personne ne s'habitue. On a supporté pendant 43 ans. Aujourd'hui, on ne supportera plus, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. On a entendu votre propos. Merci infiniment d'être venu ce matin. On aurait pu en parler. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Sarah Doraghi, vous reviendrez avec joie. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau.